Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire organisé par Holyworking et le cabinet CVS sur le sujet du télétravail à l'international pour les salariés. Je suis Myriam Kouzenek, je suis en charge de l'accompagnement des employeurs sur le modèle Holyworking. J'ai rejoint la structure dès la création il y a 3 ans maintenant. Et je définis avec les RH et les dirigeants, avec vous potentiellement, l'offre collaborateur de télétravail à l'international. J'aide à arbitrer et à cadrer les demandes de télétravail à l'international auxquelles vous pouvez avoir à répondre grâce à notre expertise juridique notamment. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Nous allons parler des risques du télétravail à l'international, qui ne sont pas uniquement sur la protection sociale, mais qui touchent différents domaines juridiques. Et nous allons voir comment nous pouvons adresser ces risques-là et trouver des solutions ensemble. Effectivement, le télétravail offre aujourd'hui des perspectives nouvelles aux salariés. Et certains d'entre eux, pas tous bien sûr, certains d'entre eux rêvent de vivre une expérience à l'international sans pour autant avoir envie de quitter leur emploi et de quitter votre organisation, ni en ayant la fibre entrepreneuriale pour se mettre en freelance. Donc, on va parler aujourd'hui effectivement de concilier le salariat et cette expérience à l'international. À l'issue de la présentation, on aura un temps d'échange pendant lequel on pourra répondre à vos différentes interrogations. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et si on n'a pas le temps de répondre à tous, on répondra en message privé par la suite. Donc, je vais laisser Céline, ma co-animatrice de Holyworking, se présenter, et Isabelle Savier-Pluyette, qui est en direct de Paris pour nous. Bonjour à tous, donc Céline, moi j'ai rejoint Holyworking il y a presque 1 an maintenant et je m'occupe de la partie très opérationnelle en fait chez Holyworking, c'est-à-dire que j'accompagne les salariés dans leur projet de télétravail à l'international. Donc c'est un accompagnement qui démarre bien sûr bien avant leur départ. Il y a tout un tas de documents à obtenir, à mettre en place pour sécuriser ces périodes de télétravail à l'international. Et puis une fois qu'ils sont sur place, il y a un suivi bien sûr qui est fait par Holyworking. Et enfin, à leur retour, il y a encore, je les accompagne encore un tout petit peu parce qu'il y a quelques formalités à faire, à respecter pour être en conformité avec la législation française. Donc, merci Isabelle, notre conseil juridique. Je vous laisse vous présenter à votre tour. Merci Myriam, merci Céline. Donc Isabelle Savier-Pluyette, je suis avocat associé du cabinet Cornet Vincent Ségurel, que j'ai rejoint il y a à peu près 5 ans, après avoir passé presque 27 ans dans ce qu'on appelle un Big Four, où j'ai, pendant un certain nombre d'années, exercé mon métier dans ce qu'on appelle la mobilité internationale, c'est-à-dire l'activité professionnelle à l'international et également incluant les investissements à l'international. Donc, je connais bien cela. Maintenant, c'est vrai que le télétravail était plutôt épisodique. Il se développe beaucoup. Et puis, le Covid nous a beaucoup forcé aussi à avancer sur ce sujet-là. Et je travaille avec Holyworking depuis maintenant, depuis en fait la crise du Covid, où Holyworking est né, et Holyworking nous a sollicité pour les aider effectivement sur l'aspect juridique avec d'autres de mes associés du cabinet Cornet Vincent Ségurel, qui sont intervenus également en social, en droit des obligations, en fiscal, etc. Voilà, donc Merci beaucoup Isabelle.
Donc, merci à tous, voilà, dirigeants, RH et salariés de nous avoir rejointes. Et nous allons commencer effectivement par une présentation, une overview sur les risques juridiques liés à cette nouvelle mobilité internationale qu'est le télétravail à l'étranger. Alors attendez, je vais vous mettre en diaporama, ce sera plus joli. Bon. Télétravail. Alors simplement, juste pour circonscrire, on ne va parler que du télétravail des salariés et pas d'autres activités, notamment indépendants. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de participants qui semblaient être indépendants, donc désolé, mais on ne peut pas aborder tous les sujets. Et celui des salariés est déjà très important, mais je dirais qu'il y a des domaines qui sont un peu croisés, quelles que soient les modalités de télétravail, en fait. Flora, si tu peux passer. Ah, Flora. Voilà, merci. Donc, juste pour vous situer, Cornet Vincent Ségurel, parce que j'ai fait une brève présentation de moi-même, pardon. Cornet Vincent Ségurel, c'est un cabinet français d'avocats avec 6 bureaux, presque 300 personnes qui interviennent au service de différents clients, avec beaucoup d'expertise, 14 expertises et plus en devenir, bien sûr. Et nous travaillons avec 3 réseaux internationaux. Et quelque chose qui nous dynamise beaucoup, toujours à l'international, parce que ça touche les Jeux Olympiques, nous supportons 4 athlètes et para-athlètes qui sont présents dans 4 de nos grandes régions d'implantation. Voilà, je suis fière de ce cabinet et je voulais quand même évoquer 2-3 choses marquantes de Cornet Vincent Ségurel. Flora, si on peut passer peut-être dans le vif du sujet pour les personnes qui nous ont rejoints. Voilà. Alors, j'ai voulu vous présenter, parce que la présentation est assez courte, on ne pourra pas rentrer dans le vif du sujet technique des risques juridiques, fiscaux et autres, mais j'ai voulu vous présenter un peu les différents cas de différentes situations que vous avez pu rencontrer ou pas encore rencontrer ou observer, qui peuvent être liées au télétravail, parce que vous allez voir, ils se cachent dans des situations parfois un peu particulières. Il y a le cas un peu classique, je dirais, qui est mon cas numéro 1, où vous avez un salarié qui veut travailler en télétravail dans un autre pays, pour des raisons familiales, par exemple, et à un moment donné, votre salarié va recevoir une communication de l'administration qui va lui dire, en fait, vous avez basculé, nous on considère que vous avez basculé résident fiscal dans notre pays, alors que c'était quelque chose que vous n'aviez pas forcément anticipé, sachant qu'il y a des règles dans chacun des pays là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet de la technique, mais je vous fais juste des petits spots, je dirais, de situation. Il y a le cas numéro 2 que j'ai illustré de la façon suivante, qui est celui de Tao, qui par exemple souhaite louer son appartement pendant les JO, et comme il ne peut plus occuper son appartement, il va retrouver sa famille en Asie. Sauf que la période est courte, finalement, c'est quelques semaines, et il n'informe pas ni sa RH, ni son manager, et par exemple, il reste bloqué en quarantaine, cas contact Covid. On sait qu'en Asie, c'est assez touchy ce genre de choses. Et là, au-delà des problèmes que ça peut poser sur un certain nombre de domaines, vous avez en tant qu'employeur une obligation de sécurité et de santé. Ça fait partie des risques qu'il faut gérer aussi. Le troisième exemple, c'est celui d'Adam, qui est un cas également classique, qui veut suivre son conjoint à New York, et qui vous donc demande de prendre son poste là-bas pendant 3 ans, et il vous dit, ou vous vous dites finalement, c'est exactement la même chose, il va télétravailler, on ne change rien, on continue à payer de la même manière, à gérer le contrat de la même manière. Ça peut générer quand même des risques assez importants, notamment en cas de pépin de santé, puisqu'on n'aura pas forcément cotisé au bon endroit. Il y a le cas d'Arsène, qui souhaite vivre aux Seychelles, c'est un peu un potentiel Holy Worker, avec sa famille, et il vous dit, je me suis renseigné, j'ai tout vu sur Internet, il y a un visa digital nomade, c'est formidable, et donc on en profite pour l'envoyer là-bas, tout le monde est content, on ne change rien, et son
manager éventuellement, ou de lui-même, il va chercher à développer du business aux Seychelles. Et ça peut poser un certain nombre de problèmes, notamment sur l'imposition d'une activité taxable pour l'entreprise là-bas, au-delà de l'immigration, puisqu'on n'aura pas eu un visa conforme et uniquement sur du télétravail, mais également un développement d'activités. Et puis le dernier cas, encore une fois, c'est René. René qui est dirigeant d'une société qu'il a créée en France. Et puis finalement, il a beaucoup d'attaches affectives au Brésil et il va passer une partie de l'année, la moitié de l'année au Brésil, dans un bungalow devant la plage, où il va continuer à gérer sa société, à diriger sa société, ce qui est possible. Et là, ce sont les autorités fiscales brésiliennes qui vont éventuellement le rattraper sur cet aspect-là pour lui dire « Votre activité est constitutive d'un établissement stable dans notre pays et donc vous avez des obligations d'impôt sur les sociétés et une imposition effective s'il y a un résultat positif. » Voilà, il y en a plein des histoires comme ça, mais ces histoires, en fait, montrent que dès qu'on est à l'international, en activité à l'international, ça, c'est pas forcément propre au télétravail, mais c'est l'activité professionnelle à l'international où vous avez des sujets d'immigration, de droit du travail, de couverture sociale, de comment je paye la rémunération et combien je dois verser, de fiscalité personnelle du travailleur et de la fiscalité applicable à la société. Ça, vous le retrouvez, c'est un schéma, un éventail que vous retrouvez, synthétique, que vous retrouvez dans toutes les situations d'activité professionnelle à l'étranger. Mais c'est plus diffus quand on est en télétravail, c'est peut-être moins construit aussi. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail complet de tout ça. Si nécessaire, si vous avez besoin, effectivement, s'il y a des questions particulières, je pourrais y répondre. Mais j'ai fait en 6 points ce qu'il faut retenir. En immigration, les bonnes pratiques, c'est d'aller vérifier qu'on est en conformité en autorisation de séjour et en autorisation de travail. Les deux sont importants et les deux, s'ils ne sont pas corrects, peuvent arriver à une inégalité de situation. Et quand vous êtes employeur, vous avez une responsabilité forcément vis-à-vis de votre salarié, mais aussi des autorités locales. Le deuxième point, c'est en matière de droit du travail, il faut considérer à partir du moment où votre salarié continue à travailler pour vous, en télétravail à l'international, il faut considérer que la matière de droit du travail sera maintenue, droit du travail français, pardon, sous réserve, bien sûr, du respect des obligations d'ordre public obligatoires dans le pays local. Donc ça demande, je dirais, un ajustement en fonction de chaque pays visité et en fonction de son droit du travail. Mais il faut mieux considérer que le contrat de travail français continue à s'appliquer, enfin en tout cas le droit du travail français continue à s'appliquer dans sa globalité. Le troisième point d'attention juridiquement, et c'est là où il y a des zones de risque, c'est de protéger le salarié et sa famille en matière de couverture sociale. Si vous avez un salarié qui part en dehors de l'Europe, vous devrez de toute façon continuer à payer le chômage. C'est obligatoire, ça fait partie des règles françaises et ça protège le salarié en cas de rupture de son contrat de travail. En deuxième obligation, il faudra regarder quelles sont les obligations qui sont maintenues pour vous, employeur, éventuellement dans la convention collective applicable ou éventuellement dans la politique de mobilité que vous avez mis en place et savoir comment s'inscrit le télétravail dans ce corps de règles qui est obligatoire et qui peut vous amener à maintenir les cotisations au régime de retraite français de manière obligatoire, éventuellement en plus des cotisations locales et également en matière de prévoyance pour s'assurer que la prévoyance, santé, invalidité, décès est bien prise en charge et en tout cas couverte pour vos salariés et leur famille. Pourquoi ? Parce que le risque derrière, c'est que
en cas de pépin, on va l'appeler comme ça, le salarié pourrait vous attaquer et vous seriez à même de réparer un manquement à une obligation, ce qui peut s'avérer être un coût assez important pour votre société et pour l'organisation. Les 3 derniers points, presque 4 derniers points, concernent bien sûr le versement du salaire. Pourquoi? Parce que si vous continuez à verser le salaire strictement à partir d'un bulletin de salaire français, vous allez peut-être avoir un manquement à vos obligations. D'une part, de payer des cotisations de sécurité sociale dans le pays de télétravail. Il sera peut-être obligatoire d'en verser là-bas. Et donc, vous aurez à maintenir le payroll français sur le chômage, on l'a vu éventuellement, mais également avoir une paye locale pour verser les cotisations de sécurité sociale obligatoires, voire l'impôt à la source aussi, dans le pays d'activité. Le 5e risque, enfin, ou en tout cas, ce point d'attention, c'est le risque de présence fiscale de votre société via la présence et l'activité de votre télétravailleur dans le pays. On a vu le cas du dirigeant qui s'est installé au Brésil. Il faut savoir que dans les conventions fiscales signées par la France, il y a des clauses très particulières de description de qu'est-ce que c'est qu'une présence fiscale d'une société, qu'est-ce qui est constitutif d'une présence fiscale, et qui dit présence fiscale dit obligation de tenir une comptabilité, obligation de déterminer un résultat fiscal, et si ce résultat fiscal est positif, de payer bien sûr de l'impôt sur les sociétés localement ou d'autres impôts. Donc ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête, parce que ça peut vous rattraper, ça peut être assez violent, alors que si on organise les choses, si on met des limites, je dirais, à l'activité du télétravailleur, ce risque n'est pas totalement exclu, mais peut être largement limité et en tout cas anticipé, c'est ça le plus important. Un autre point d'attention, ça concerne la fiscalité personnelle du salarié. Pourquoi? Parce que dans presque tous les pays du monde maintenant, il y a ce système de prélèvement à la source, comme en France. Et ce prélèvement à la source, il est demandé aux débiteurs des sommes, débiteurs du salaire souvent, de le payer. Et donc, ça peut vous créer une obligation de versement d'un impôt dans l'état d'activité du télétravailleur. Alors, chaque pays a un peu ses propres règles. Il y a différents cas de figure, mais c'est important de le prendre en compte. Et au-delà de ça, il faut peut-être veiller à éviter des pays de télétravail qui n'auraient pas signé de convention fiscale avec la France ou des pays qui n'ont pas signé d'entente et qui figurent sur la liste noire, je dirais, des pays fiscaux. Pourquoi? Parce que là, vous aurez du mal à éviter la double imposition potentiellement en France et dans le pays d'activité. Et donc, ça veut dire mettre le salarié dans une situation de cash mensuel assez compliquée pour lui permettre de vivre, lui et sa famille. Donc, voilà, il y a des pays où il vaut mieux éviter d'accepter un télétravail. Sans oublier les règles liées à la sécurité de l'environnement informatique, l'application ou non de la RGPD, et puis la sécurité des données de l'entreprise, qui ne sont pas à oublier. Il faut absolument anticiper, parce que permettre à un salarié de prendre son ordinateur et d'aller se connecter n'importe où dans des espaces qui ne sont pas forcément sécurisés, identifiés, c'est un vrai sujet. Et il faut apporter de la sécurité aussi à votre business sur ce plan-là. Donc, désolé ce petit aperçu un peu rapide, mais ce sont vraiment les risques et les points d'attention les plus importants qui présentent quand même des risques, une certaine complexité, des règles à la fois françaises, mais étrangères, voire communautaires ou bilatérales avec des conventions fiscales ou de sécurité sociale. Donc, ce sont des champs à absolument anticiper et à comprendre dans le cadre d'un télétravail à l'international d'un salarié. Alors pour finir, des petites recommandations qui sont assez de bon sens, c'est bien évidemment de l'anticiper, ne pas se retrouver si possible dans une situation avérée de télétravail qui n'a pas été préparée, puisque là, il faudra peut-être défaire, régulariser. Ça demande beaucoup de temps.
d'argent, d'énergie, et c'est pas toujours facile à gérer, bien évidemment, avec beaucoup d'intervenants, et notamment sur plusieurs frontières. Donc, il faut aussi informer vos managers du fait que le télétravail à l'international, c'est une bonne chose, mais il faut le préparer, il y a des règles à respecter, et donc que les managers n'acceptent pas du télétravail sans avoir consulté les RH, les juristes, pour bien encadrer ça et éviter des risques à gérer pour le futur. Donc, organiser, encadrer, et puis bien sûr, ce sont des domaines complexes et il faut bien sûr consulter des experts qui connaissent, qui ont de l'expérience et qui pourront vous aider à bien travailler dans la mise en forme et la mise en place de ce type de mode de travail. Voilà, j'en ai fini pour ma partie un peu synthétique, mais j'espère avoir attiré votre attention sur tous ces éléments-là. Et je vais donc laisser la parole à Hollyworking et à l'équipe de Hollyworking qui a su trouver et mettre en place des solutions qui pourraient vous aider. Merci Isabelle. Je pense que ça a été très clair, effectivement, ce petit état des lieux des différents risques engendrés. Donc, vous le voyez, les incidences juridiques sont nombreuses et c'est notre travail, effectivement, chez Hollyworking et grâce aussi au modèle auquel vous avez participé, à la construction de ce modèle, Isabelle. Notre travail, c'est effectivement d'adresser ces différents points de vigilance et d'offrir un cadre qui soit sécurisé tout en vous facilitant la vie à vous, employeurs et à vous, RH, qui avez la bonne intention d'offrir cette expérience à vos collaborateurs. On parle de l'expérience Hollyworking. L'expérience Hollyworking, c'est 3 à 12 mois au bout du monde pour un salarié. Vous avez bien fait de le rappeler. C'est notre spécialité, notre spécificité de s'occuper de ce télétravail pour les salariés français, en contrat de travail français en tous les cas. Le modèle Hollyworking va adresser la mobilité internationale, contrairement au statut préexistant dans la législation qui était le détachement et l'expatriation, qui sont des statuts de mobilité à la demande de l'employeur dans l'intérêt de l'activité économique. On envoie en mission ou en export, en internationalisation. Le modèle Hollyworking adresse cette mobilité à la demande de votre collaborateur. Et notre pari au départ, effectivement, c'est de trouver le moyen de vous faciliter la vie et que ce soit aussi sans surcoût, parce qu'on l'a dit, ça pouvait engendrer des frais financiers importants si vous essayez d'adresser tous ces domaines juridiques. Il y a 3 points à sécuriser et c'est notre cœur de métier. 3 points importants. Donc, c'est l'aspect social, effectivement. La protection sociale, mais pas que. Il y a aussi effectivement la relation employeur-employé et la responsabilité de l'employeur sur le domaine social. Il y a la mise en conformité légale et fiscale en France et à destination. Et il y a l'aspect immigration aussi auquel on s'attache. Donc, est-ce que Céline, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces mises en conformité, sur l'aspect immigration et fiscal notamment? Oui, alors sur l'aspect immigration, Isabelle l'a parfaitement souligné dans son point numéro 1. Un salarié et son employeur pourraient être tentés de se dire bon, bah, puisque je peux télétravailler aux 4 coins de l'Hexagone, eh bien c'est pareil aux 4 coins du monde. Eh bien, ce n'est pas pareil. Il y a tout de suite un aspect de territorialité qui va se poser. Et la première chose que l'on va regarder chez Hollyworking dans un projet, c'est les conditions d'entrée et les conditions de séjour du télétravailleur dans le pays qu'il a choisi. Il faut que la personne ait le visa, le bon visa, celui qui va l'autoriser à télétravailler sur une certaine période, en général de 3 mois à 12 mois. Il faut s'occuper de ce visa, de son renouvellement, de son extension.
Et aujourd'hui, il y a quelques pays qui ont des visas de télétravail, qu'on appelle des visas digital nomades, mais ce n'est absolument pas le cas de la grande majorité des pays encore. Peut-être que ça le deviendra, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, en général, pour des séjours qui vont au-delà de 3 mois, il faut une autorisation spécifique pour pouvoir télétravailler. Donc, on est très vigilant chez Oliver King sur ce point et on est vigilant à ne pas proposer tous les pays pour toutes les durées. On a fait une étude préalable dans chaque pays et on est en mesure aujourd'hui, dans les 12 destinations qu'on a ouvertes, de dire, ben là, pour le salarié, c'est OK de travailler pour telle ou telle période. Donc, sur la Thaïlande, on va être sur un visa de travail spécifique qui peut durer 1 an. L'île Maurice aussi, c'est pareil, c'est un visa spécifique de télétravail qui va durer 1 an. On a des pays où on ne peut séjourner que 6 mois pour l'instant, en tous les cas, en télétravail, le Canada, l'Afrique du Sud. Et donc, chaque pays qu'on a ouvert, on est en mesure de proposer le bon visa pour la bonne durée à la personne qui souhaite y télétravailler. Donc, je dirais que ce point, cet aspect immigration, c'est vraiment la première étape que le salarié et l'employeur se doivent de respecter pour envoyer pour pouvoir télétravailler à l'international. Après, il y a la conformité juridique, la conformité sociale et la conformité également fiscale en France et dans le pays de destination. Alors, pour ce faire, Oliver King s'est entouré de partenaires qui vont pouvoir assurer cette conformité. On a, vous l'avez compris, tout d'abord et le plus important, des partenaires juridiques, comme le cabinet Cornet Vincent Ségurel et dont Isabelle. Et ces cabinets vont nous donner, si vous voulez, les éléments nécessaires pour adapter le contrat de travail salarié-employeur et surtout repréciser les obligations des deux dans le cadre d'un télétravail à l'international pour une certaine période. Donc, Oliver King a conçu, avec des avocats spécialisés en droit du travail, un modèle juridique qui part, comme l'a dit Myriam, de la convenance personnelle du salarié pour repréciser le cadre des obligations du salarié et de l'employeur pendant cette période de télétravail. Et puis, on a également des partenaires assureurs qui, très importants, vont prendre le relais de la couverture de la protection sociale à l'international, parce que toutes les assurances ne marchent pas à l'international, et notamment au niveau de la prévoyance, il faut être très vigilant à avoir la bonne assurance qui va couvrir le salarié s'il est en télétravail à l'international et s'il lui arrive quelque chose. Et puis enfin, on a des partenaires locaux. Dès qu'on ouvre une destination, on rencontre les ambassades, le consulat, on rencontre les chambres de commerce, on leur explique le modèle Oliver King pour s'assurer qu'on est en conformité avec les législations du pays d'accueil. Et on a aussi des partenaires sur place qui sont juristes ou comptables pour adapter le modèle Oliver King s'il le faut, pour s'assurer de la conformité fiscale, pour payer les cotisations sociales s'il faut les payer. Voilà, donc on a un ensemble de partenaires qui nous aident et avec lesquels on travaille pour assurer tous ces problèmes de conformité. Merci. Donc voilà, ça c'est pour la partie contractuelle. Donc effectivement, on va installer un triptyque juridique entre l'employeur, le salarié et nous, de manière à assurer ces mises en conformité. Et sur le plan des différentes destinations ouvertes, alors vous pouvez les trouver sur notre site, je ne vais pas les énumérer ici, mais c'est des destinations plutôt de rêve. Ces mises en conformité sont plus ou moins complexes selon la destination. Donc, on adapte en fonction de la législation immigration fiscale locale nos différents montages juridiques pour accompagner vos collaborateurs. Donc, ce qui sécurise vraiment la poursuite de la mission professionnelle de votre collaborateur du bout du monde, c'est la combinaison de ce cadre juridique et contractuel et de l'accompagnement de votre collaborateur par nos équipes. Est-ce que c'est
c'est un point important pour nous. Je dis quelquefois, notre cœur de métier, c'est le juridique, mais notre métier de cœur, c'est de créer une expérience vraiment immersive. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, un petit peu? bien sûr, c'est vrai que ça, c'est vraiment une particularité d'Hollyworking, c'est qu'on va faire en sorte que, bien sûr, on a bien préparé le salarié à son départ, mais on va sur place continuer à être très présent. D'abord, on lui met à disposition un espace de coworking dans lequel il peut travailler dans de bonnes conditions. Donc ça bien sûr, ça rassure son employeur. On s'assure qu'il y ait une bonne connexion Internet. On s'assure qu'il y ait une facilité aussi d'accès pour pouvoir travailler à des heures de temps en temps en synchronisation avec la France qui sont, compte tenu du décalage horaire, un petit peu différentes. Et puis, ça permet aussi aux salariés de ne pas être tout seul, de ne pas se sentir isolé et de travailler au sein d'un écosystème. Et puis, vraiment, la grosse valeur ajoutée de ce qu'on propose, c'est qu'on a, dans tous les pays qu'on a ouverts, une personne référente sur place qui va aider le salarié à préparer son voyage, à l'aider à trouver un logement, l'aider peut-être à trouver des écoles pour ses enfants, qui va bien sûr l'accueillir à son arrivée, qui va lui donner toutes les petites questions pratiques qui ne vont pas manquer de se poser dès que la personne, parce qu'on anticipe en général pas très bien ce genre de choses, mais une fois qu'on est confronté directement à la réalité, boum, on arrive, il y a vraiment tout un enchaînement de questions pratiques qui se posent. Et donc, cette personne référente, qui est en général une personne native, ou qui parle français ou anglais, ou alors une personne française ou anglaise, mais qui vit dans le pays depuis des années, va pouvoir aider à cette intégration. Donc, je dirais à la fois de façon pratique, mais aussi sur un plan humain, parce que le but, c'est que le salarié puisse rencontrer des gens sur place, puisse faire partie du désir. Et donc, il est une expérience, je dirais, très riche, qui ne va pas uniquement être un séjour touristique lambda, mais vraiment une expérience immersive où il va se plonger dans une culture différente et il va pouvoir apprendre, bien sûr, sur un pays, mais aussi beaucoup sur lui-même. Et nous, c'est dans ce sens qu'on pense que l'international est une expérience très valorisante qui fait grandir le salarié. Et donc, on met en place, sur place, les conditions pour pouvoir réussir cette expérience au mieux. Voilà, donc on va veiller sur votre collaborateur. Effectivement, c'est un des grands intérêts de l'accompagnement Hollyworking. Et l'important aussi, c'est que on va protéger et on va conserver le statut de votre salarié. Hein. Donc, on partageait cela avec Isabelle. La base, c'est que vous restez employeur fournisseur d'un emploi et que votre salarié va rester dans l'exécution d'un travail. Concernant l'accompagnement de l'expérience dont tu parlais, on a aussi l'application Oli Compagnon qui va suivre et qui va permettre de fluidifier tous les échanges administratifs, mais qui va suivre aussi l'expérience et il va permettre aussi de répondre à votre responsabilité d'employeur d'assurer et d'informer votre collaborateur sur la sécurité en lançant les flux, notamment d'urgence sanitaire, politique, etc. Et le point je dirais, par exemple, de rapatriement par l'État français de ses concitoyens. Donc ça, c'est très important. Tout ce cadre-là participe à la mise en sécurité de votre collaborateur. Et vous restez employeur responsable de cette sécurité et de cette information. Donc, c'est un point important. L'expérience Hollyworking, l'objectif, c'est qu'elle soit gagnant-gagnant. Donc, c'est effectivement pour cela et pour des raisons de complexité juridique, mais qu'on n'adresse pas un accompagnement de 2 semaines en hôtel club en télétravail à l'île Maurice. Ça, on ne fait pas. Et notre objectif, c'est vraiment que les conditions de travail soient bonnes et que votre salarié puisse rester motivé et à votre service et un bon ambassadeur de votre marque employeur. Donc, et qu'il vive, lui, une expérience humaine riche. Donc, on va peut-être passer aux réponses aux questions, parce que j'ai vu qu'il y avait de nombreuses questions. Je pense que donc
nos collaborateurs nous ont fait un petit tri. De toute manière, on répondra aux questions par la suite en direct, hein, en message privé. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, si je prends la question de Jennifer, si on est en télétravail à l'étranger pour moins de 6 mois, y a-t-il des obligations avec l'immigration et les autorités fiscales du pays? Avec l'immigration, ça c'est sûr. Avec les autorités fiscales, en général, vous, pour moins de 6 mois, vous gardez la résidence fiscale française et comme vous continuez à être rémunéré par votre entreprise française, la question est à étudier. Par exemple, en Thaïlande, il y a une obligation, mais dans d'autres pays, elle n'y est pas. Mais en matière d'immigration, oui, il y a des obligations qui s'appliquent dès le premier mois. Oui. Mais de même en droit du travail, etc. Donc oui, quelle que soit la durée, en principe, vous avez exactement les mêmes obligations, qui seront plus ou moins simples à résoudre. Moi, je vais répondre à Alexandre qui nous disait que ça lui semblait tellement complexe qu'il avait du mal à croire qu'on allait s'occuper de ces problématiques-là. Donc, c'est effectivement notre cœur de métier. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas ouvert tous les pays du monde aujourd'hui. On n'est pas capable d'accompagner de bout en bout le collaborateur dans tous les pays du monde. Mais le meilleur conseil, je pense, n'est pas de laisser partir son salarié. Ça peut être le cas hein, quand on vous accompagne sur cette offre collaborateur de télétravail à l'international. On ne va pas répondre à toutes les demandes, tout n'est pas adressable juridiquement et on sera force de conseils et de propositions. Et dans certains cas, effectivement, le projet personnel du collaborateur ira en contradiction avec la bonne poursuite de sa relation professionnelle et donc on vous conseillera d'aller vers une fin de contrat. Mais dans la plupart des cas, on va pouvoir intégrer cette expérience enrichissante dans le parcours de votre collaborateur en le soumettant bien sûr aux contraintes opérationnelles et aux conditions préalables qui sont à votre main en tant que RH et employeur. Mais c'est bien notre métier que d'accompagner sur toutes ces démarches qui vont en plus avoir un coût, disait Alexandre. Donc rapidement, le modèle économique de Holyworking fait en sorte que ce soit sans surcoût pour l'employeur. Une partie de notre rémunération vient du différentiel de charges sociales entre les charges qui sont facturées à l'employeur, donc coûts ISO qui ne sont plus dus en France, donc hors, comme disait Isabelle, hors assurance chômage et nouvellement taxe d'apprentissage qui reste due en France. Mais les autres charges qu'on facture nous servent à rémunérer le modèle et à payer les assurances, le coworking, l'accompagnement de bout en bout et la mise en conformité légale locale. Du côté du collaborateur, on demande aussi à ce qu'il y ait un effort financier consenti qui est de l'ordre de 10% du salaire net du collaborateur. Ça varie selon les pays, les durées et les niveaux de salaire, bien sûr, et on lui en informe dès la simulation de son projet, qui est la première étape à partir du moment où on a été mis en relation avec un collaborateur qui est désireux de partir. Donc, on sait faire ça et le meilleur conseil est de proposer ça à vos collaborateurs plutôt que d'attendre qu'ils construisent leur projet en catimini parce qu'ils n'ont pas confiance en leur employeur pour co-construire ce type de projet. Il y a plein de questions qui sont très intéressantes. Oui. Je vois les situations de télétravail via des sociétés de portage. Il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'on passe par une société de portage qu'on est assuré d'être dans les clous, entre guillemets, et notamment de cotiser au bon endroit et de payer ses impôts au bon endroit. Donc attention, parce que là, je vois un cas de portage d'une société belge pour un travail en Italie. Je ne vois pas l'intérêt de la société belge comme société de portage. Il serait plus logique d'avoir une société de portage en Italie, tout simplement parce que si on a un contrat de travail italien et qu'on travaille en Italie, en toute logique, on paye ses charges sociales en Italie et son impôt. Sauf si il me manque des éléments. J'avais vu une autre question qui était assez intéressante. Alors, sur la version du détachement, il faut faire attention au détachement, il y a plein de verbiage dedans. Myriam et Céline en ont beaucoup parlé.
Le détachement n'est pas forcément la solution à toutes les situations et quant à elle, elle a un coût parfois très élevé puisque le détachement en sécurité sociale, on reste sous sécurité sociale française. Pour autant, si on n'a pas les règlements pour ou les accords de sécurité sociale pour, eh bien on est obligé de doublement cotiser en local. Donc ça fait un petit peu cher à la fin, enfin, au bout du bout, quoi. Bon, donc ça c'est à voir en fonction des situations. J'avais vu aussi. Attends, je te redonne la parole si tu vois d'autres choses. La parole rapidement sur la question d'Isabelle. Est-ce que le Japon est un de vos pays de destination? Alors, il n'est pas un de nos pays ouverts où nous pouvons accompagner de bout en bout et où nous avons l'écosystème nécessaire sur place pour accompagner votre collaborateur. Ce que je vous invite à faire, c'est quand même à nous soumettre toutes vos demandes de télétravail à l'international. Tantôt, on pourra la faire entrer dans une case préconstruite Holyworking et dans un accompagnement classique. Tantôt, on vous conseillera de passer par d'autres solutions de partenaires qui font un autre type d'accompagnement plus impactant sur le statut du salarié et peut-être plus coûteux, mais qui répondront à vos demandes. Et d'autres fois, on vous dira que c'est un no-go parce que malgré l'étendue de notre expertise juridique, c'est inadressable ou c'est un peu bancal. Donc, l'important, c'est vraiment de nous appeler pour qu'on puisse trier le bon grain de livret de toutes ces demandes et qu'on puisse y apporter des solutions. On cherchera les solutions avec vous. On est encore assez agile de ce côté-là. Le pré-format n'est pas trop rigide. Donc, c'est vraiment notre envie de participer à trouver des solutions avec les employeurs qui sont bien intentionnés. Je vois qu'il y a une question aussi sur les retraites et les salariés savent qu'ils ne cotisent pas pour leur retraite française pendant le séjour à l'étranger. Alors, bien sûr, on les informe et on leur donne le choix. Donc, le fait de sortir de la sécurité sociale française pour une certaine période va effectivement stopper la cotisation à la retraite, mais il est possible de cotiser à la Caisse française des étrangers. Donc, ça a un coût, mais si on veut garder et ses trimestres et les années de cotisation, on peut passer par ce biais-là. Et puis, alors ça dépend du profil, bien sûr, du salarié qui part, mais ce qui est intéressant à savoir et que, bien sûr, on donne comme avis, c'est que pour avoir l'ensemble de ces trimestres de cotisation sur une année, il faut en général avoir cotisé sur une assiette de cotisation qui est un peu plus de 6 000 euros brut. Donc, vous voyez, si le salarié, pour l'année, hein, pour une année entière, donc en général, quand le salarié part 3 mois, 6 mois ou même un an, mais à cheval sur 2 années, il a ses trimestres de cotisation. Voilà. De retraite de base. Voilà, la retraite de base, exactement. Pas retraite complémentaire. Sur le point retraite, je rajouterais une chose qui peut exister, c'est qu'il faut quand même regarder dans une convention collective, il peut y avoir une obligation de maintenir les retraites françaises. Ça dépend de la convention collective applicable. Et là, on n'a pas le choix. Je vois également par rapport à l'actualité du Maroc, malheureusement, un salarié qui est en télétravail pour convenance personnelle au Maroc. S'il avait été victime du tremblement de terre, quel aurait été le risque pour l'entreprise? Ça dépend. Ça, c'est un risque, c'est pas lié au télétravail. Je dirais, c'est qu'est-ce qu'on a apporté comme couverture, comme information. Le risque sismique au Maroc, personne ne pouvait le prédire, enfin, si, peut-être des scientifiques, mais il n'y a pas eu d'alerte particulière. Donc, la responsabilité, entre guillemets, pour cet aspect-là des choses, c'est-à-dire aspect sécurité du pays, ne devrait pas pouvoir être recherché valablement. En revanche, c'est vrai qu'il y a une responsabilité de l'employeur qui est toujours existante sur la sécurité et la santé du salarié. Donc, j'espère qu'il a une bonne couverture prévoyance, rapatriement, et que ça prend en compte la zone du Maroc, puisque c'est son lieu de télétravail. Et dès lors que vous avez accepté le télétravail au Maroc, eh bien, vous avez une responsabilité, notamment, de vous assurer que tout est raccord, je dirais, sur la couverture prévoyance du salarié, pour justement avoir ce type de choses.
J'ai moi-même dû aider sur des événements naturels, des catastrophes naturelles. C'est parfois très compliqué. Il vaut mieux avoir les bonnes assurances qui couvrent cela. Et Holly Working a été très attentive à mettre en place cela. Effectivement. Donc, Si on prend la question, oui, de Jennifer, là, sur le… Oui, non, vas-y, Myriam. Sur le salarié qui prend une assurance lui-même pour qu'un séjour à l'étranger en télétravail est-il assez couvert en termes de santé, invalidité, décès. Alors, on trouve des assurances en termes de santé. Le gros problème, c'est quand même la prévoyance. Voilà, la prévoyance et l'assurance qui couvrent en cas d'invalidité, d'incapacité de travail et de décès. Le système de prévoyance, alors tout ça existe, tout ce modèle existe parce que les salariés français sont très bien protégés. Hein. On a beaucoup moins de mal à faire partir un salarié en télétravail quand on est une entreprise américaine. Donc, on part déjà de la chance qu'on a en tant que salarié français d'être si bien protégé. On a cherché notamment pour un cas d'une télétravailleuse en Inde des solutions de prévoyance équivalentes. Ce sont des coûts énormes, tout simplement parce que les boîtes d'assurance internationales ne veulent pas prendre en charge le risque d'une rente d'invalidité à vie sur un contrat de travail à durée déterminée. Donc effectivement, si vous n'assurez pas votre salarié sur le plan prévoyance, c'est vraiment alors un risque financier fort et pas que financier, effectivement, parce que le salarié peut se retourner contre vous. Et on a… Pardon, et je lis les questions en même temps, mais la question de Jennifer, voilà, donc il faut assurer effectivement la santé et la prévoyance et les assurances qui existent pour les indépendants qui vont à l'étranger. Donc j'allais dire petit tacle, mais non, petit ping pour les télétravailleurs indépendants. La plupart de ceux qui nous appellent pour avoir des renseignements, bien que ce ne soit pas notre cœur de métier, nous font part de l'absence de prévoyance, voire de l'absence d'information sur le fait que les assurances prévoyance existent pour les salariés. Donc, les assurances qui sont proposées par les boîtes qui accompagnent les digital nomades sont uniquement centrées sur la santé inopinée. C'est-à-dire que dans le cadre d'Holly Working aussi, ces assurances-là sont mieux disantes sur tout ce qui survient de manière inopinée et moins disantes sur tout ce qui est chronique et qui peut être prévu. Donc on ne va pas effectivement se faire des implants dentaires pendant la période d'Holly Working ou changer de lunettes, à moins qu'on les ait cassées dans un accident. Mais on a chez Holly Working une assurance santé rapatriement qui couvre toutes ces maladies inopinées. Et puis surtout, on a une prévoyance pour tous ceux qui partent. Donc le risque prévoyance, le risque de protection sociale prévoyante est couvert par Holly Working qui va prendre le relais pour cette période de télétravail à l'international. On nous demandait aussi, Jessica, peut-on avoir une liste des pays à éviter en termes d'absence d'accords sociaux et fiscaux et de problèmes de protection de données? Alors, on n'a pas de liste comme ça prédéfinie et pour cause, il y a quand même beaucoup de mouvements sur ces sujets-là. Alors, le mieux, c'est de nous exposer votre demande et qu'on vous dise effectivement s'il est possible d'accompagner ou s'il y a des contraintes juridiques, sociales, fiscales ou sur la protection de données. On a le fondateur d'Holly Working qui vient de ce monde-là de l'IT et qui est capable effectivement de répondre aux différentes interrogations des RH et des employeurs sur ce sujet-là aussi. On informe tous les salariés qui partent sur ces risques et on leur propose effectivement un accompagnement s'ils ont des questions.
On a plusieurs questions qui nous suggèrent de laisser partir avec un rattachement à la sécurité sociale française. Donc là, on parle bien de détachement. Donc le détachement permet de couvrir en termes de protection sociale, d'assurance, le collaborateur qui part à l'étranger, mais il ne prévient aucune autre des incidences du télétravail à l'étranger. C'est-à-dire que quand vous vous envoyez en détachement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le statut de mobilité internationale d'envoi en mission de travail. Donc, vous êtes à l'initiative de cet envoi en mission. Et donc, vous êtes censé couvrir les frais, vous êtes censé vous occuper de tout pour que votre collaborateur soit dans des bonnes conditions de travail, dans des bonnes conditions de vie pendant son détachement. Et c'est vous qui êtes à l'initiative de cet envoi en mission. Donc, c'est un minimum non suffisant, à mon avis, que de faire entrer ces demandes de télétravail à l'international dans le cadre du détachement. Et mon conseil, c'est d'avoir un entretien préalable. Et c'est vraiment le conseil qu'on donne toujours dans le cadre de la présentation Holly Working. Chaque demande doit être remise dans son contexte. Il ne faut pas informer vos collaborateurs que vous allez répondre à toutes les demandes. Et là, en l'occurrence, quid du projet réel de la personne? Est-ce qu'elle veut partir pour toujours? Est-ce qu'elle est obligée de partir pour des raisons personnelles en Angleterre, par exemple? Donc, il faut bien faire le tri sur son projet personnel et ne pas dire pas de problème, on demande un détachement. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des accords cadres sur la partie transfrontalière pour les couvertures sociales qui sont sortis en juin ou juillet. En revanche, sur le détachement en télétravail en Europe et en Angleterre y compris, parce qu'ils sont restés sur le même type de convention que quand ils appartenaient à l'Europe, on n'est pas, le détachement n'est pas autorisé dans le cadre du télétravail aujourd'hui. Le détachement est bien autorisé dans le cadre d'un envoi en mission. Est-ce qu'on a une autre question? Donc, quand Isabelle, est-ce que vous voulez Je regarde les questions, mille excuses. Je vais vous expliquer rapidement, parce qu'on arrive aux 5 dernières minutes de notre webinaire. Donc déjà, merci pour votre attention. L'important, c'est déjà qu'on puisse vous présenter le modèle Holly Working dans son détail. Et l'objectif, effectivement, de notre accompagnement RH, c'est vraiment que vous preniez le lead de cette proposition à vos salariés. Ensuite, on traitera, on va dire, les demandes entrantes avec vous pour savoir comment les adresser juridiquement, mais à minima, informer de manière égale vos salariés de cette opportunité, que vous êtes ouvert à ce type de projet et que, autant que faire se peut, soumis à contraintes opérationnelles bien sûr, vous allez chercher des solutions et pouvoir intégrer cette expérience-là souhaitée par le collaborateur à son parcours. Si ce n'est pas aujourd'hui, comme le souhaite le collaborateur, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, parce que le client sera plus ouvert à travailler à distance. Si ce n'est pas dans un pays en Asie, parce qu'on a besoin de synchronisation, vous allez conseiller à votre collaborateur de choisir plutôt une destination synchrone dans son contexte d'emploi actuel. Voilà, tout est ajustable, mais en tous les cas, passez le message à vos collaborateurs, et c'est ce qu'on fait quand on vient présenter chez vous la solution Holly Working et notre accompagnement. Passez-leur le message que vous êtes le premier interlocuteur à venir voir quand on a, en tant que salarié, un projet personnel à cheval sur le professionnel qui peut être impactant pour l'opérationnel et que votre employeur
va co-construire votre projet avec vous et trouver avec Holyworking des solutions juridiques pour l'adresser. Donc c'est tout simple, hein, pour nous contacter, vous allez soit sur le site holyworking.com, vous pouvez, on pourra mettre en commentaire aussi nos contacts. Vous pouvez envoyer un mail à rh@holyworking.com. Donc Holy, H-O-L-I, pas H-O-2-L-Y, même si c'est pour du sacré travail qu'on œuvre. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous... De toute façon, on regardera bien dans le fil s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Puis contactez-nous, on vous répondra individuellement avec grand plaisir. Voilà. Je pense qu'on va clore ce webinaire. Isabelle, un petit mot de la fin si vous le souhaitez. Avec plaisir. D'abord, j'étais très, très heureuse d'animer ce webinaire avec vous, sachant que on a fait que effleurer un certain nombre de situations, vous avez bien vu. Je crois que, de mon point de vue, moi, en tant que juriste avocat, c'est vrai que le travail, l'activité professionnelle internationale, ça recouvre plein de choses en fonction de la durée, de la nationalité, du pays, de ce qu'on y fait, le mode de réalisation du travail. Donc, il est compliqué, je vois, il y a un certain nombre de questions, il est compliqué de donner des règles un petit peu uniques, parce que ça peut être effectivement des choses trappes. Donc, voilà, c'est un ensemble de règles assez complexes qu'il faut quand même bien maîtriser. Et il n'y a pas de règles, il n'y a pas de formule magique, quoi qu'on en dise. Et je souhaiterais souligner le fait que Holyworking propose vraiment quelque chose à la carte. Ils se sont beaucoup investis là-dessus. Et voilà, donc je pense que c'est un bon tremplin justement pour prendre connaissance de toutes ces règles. Et j'espère à bientôt. Merci à tous. N'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions. On est conscient d'être sur de l'innovation RH et donc c'est normal d'avoir des questions. C'est normal de chercher des solutions et on vous en remercie par avance. Donc merci pour votre attention aujourd'hui et de nous avoir rejoints si nombreux. Et on se recontacte bientôt. Merci à tous. À bientôt. Bon appétit tout le monde.